Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, chers auditoires, heureux de nous retrouver encore une fois pour le deuxième jet du cours Initiation à la recherche destiné aux étudiants du semestre 4 de la filière des études françaises. Alors pour rappel, nous soulignerons à la suite de plusieurs chercheurs que l'une des causes essentielles de l'échec scolaire et universitaire est l'impossibilité d'adaptation de nos étudiants aux littératies ou discours universitaires. Alors, avant d'éclairer notre lanterne à ce sujet, il serait très utile de passer en revue les différents problèmes auxquels continuent de se heurter nos étudiants, une fois avoir franchi le seuil des établissements universitaires, la faculté des sciences humaines de Marrakech en l'occurrence. Alors, pour notre part, nous avons posé la question aux étudiants du 4e semestre et avons recueilli les réponses que nous allons synthétiser, accompagnées de leurs propositions et des nôtres pour remédier à certains problèmes. Donc, c'est ce que nous allons passer en revue de manière synthétique dans ces pages. Alors, voilà comment nous allons procéder. Selon à chaque fois donc, le type principal du problème relevé par nos étudiants, nous allons le sous-catégoriser et puis nous allons passer en revue leurs solutions et les nôtres. Bien entendu, c'est une sorte de diagnostic que nous allons présenter en vrac et dans le respect de ce qui a été énoncé et proposé par nos étudiants. Je rappelle que ce sont les étudiants de S4. Si c'était ceux de SAS2, ça aurait été autre chose. Alors, comme premier problème principal, donc le manque de référence. Ici, pour les sous-catégories, ils ont évoqué, ils ne trouvent pas de références spécifiques, ils trouvent des références générales. Il y a un manque de matériel, le matériel fait défaut, et puis un problème de logistique. Alors, ils proposent de mettre, c'est-à-dire de mettre donc à leur disposition plus de ressources numériques et que ces ressources soient variées. Et puis, ils souhaiteraient faire appel à des interlocuteurs par discipline ou au moins par champ disciplinaire. Bien entendu, nos collègues, donc donc les administratifs assurant ce pénible travail qui est celui donc de bibliothécaire, et donc ils ne peuvent pas être c'est-à-dire au courant et spécialisés dans tous les champs disciplinaires. Alors on a besoin d'interlocuteurs donc par discipline. Et puis moi je propose la création de bibliothèques au niveau de chaque champ disciplinaire, comme cela est le cas dans d'autres universités françaises en l'occurrence. Du temps où je fais étudiant, je pouvais aller de la bibliothèque générale, qui est très très bien fournie, vers d'autres donc qui sont relatives donc aux différents champs disciplinaires où il y a plus de spécificité. Et puis aussi la mise en place d'une boîte à idées pour changer de manière asynchrone avec les différents responsables donc de la faculté. Le deuxième problème, c'est des cours non uniformes. Voilà. Je rappelle juste que certains cours sont dispensés par plusieurs enseignants à la fois, à cause du nombre important des étudiants et donc de groupes. Donc ce qui fait que le même cours étant assuré par plusieurs enseignants, il y a un chevauchement, les différents groupes ne finissent pas par recevoir les mêmes contenus donc en fin d'année. Cela pose un petit problème. Alors, ce n'est aucunement des reproches que je fais aux collègues, mais ce sont des problèmes évoqués par les étudiants. Alors, autant en parler de manière donc claire et non ambiguë. Et puis, ils évoquent aussi, donc, certains évoquent le non-respect du canon pédagogique national relativement au descriptif. Les descriptifs sont très bien fournis, mais nous arrivons difficilement à finir donc c'est-à-dire
à dispenser tout le contenu. C'est très 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 difficile. Alors, le non-respect des volumes horaires, le problème des calendriers, et ça c'est un problème général à toutes les universités marocaines, et le problème de mise à jour, certains cours, les étudiants prétendent qu'il y a certains cours qui n'ont pas été mis à jour et que ce sont et qu'on revoit à chaque fois les mêmes cours. Alors, comme solution, ils souhaiteraient avoir la possibilité de suivre un cours, le même cours, avec d'autres groupes, c'est-à-dire assurés par d'autres enseignants. Là, ils évoquent le bienfait d'enseignement à distance, espérant que l'après-Covid-19 donc, verra l'installation de manière légale d'un cours donc, hybride où il y a alternance entre le présentiel et le distanciel. C'est très 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 important. Et puis, je ne recommanderai jamais assez aux collègues de recourir donc à une véritable concertation quand il s'agit de cours en commun, de manière à construire la même ossature. Et bien entendu, chaque enseignant a c'est-à-dire ses propres expériences, sa propre méthodologie, mais au moins que l'ossature du cours soit commune. C'est ce que nous sommes convenus de faire, Madame le professeur El Khatif et moi-même depuis quelques années, puisque nous assurons les mêmes cours, à savoir celui de lexicographie, d'initiation donc à la linguistique et de lexicologie. Et donc, nous nous sommes alliés sur les mêmes cours. Et à cette occasion, j'invite mes étudiants c'est-à-dire ceux du groupe dont j'assure la charge, à aller consulter ceux de Madame le professeur El Khatif, parce qu'ils sont complémentaires. Et nous avons fait aussi une très belle expérience dans le cadre donc, du master P2CM, Pédagogie de contexte complexe marocain, où les mêmes cours sont assurés par plusieurs chercheurs, et c'est presque une règle. Chaque cours est assuré par plusieurs enseignants-chercheurs. De cette manière, plusieurs enseignants-chercheurs travaillent dans le cadre de la convergence. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont faire découvrir aux étudiants ce cours par différents points de vue, par différentes méthodologies qui sont les leurs. Et puis aussi, pourquoi pas de manière psychologique, les étudiants n'auront pas à supporter les mêmes têtes à chaque fois. C'est très très important aussi. Et donc c'est une expérience que nous avons menée à bien à terme depuis des années. Par exemple, dans le cadre du cours Théorie, modèle, approche de la communication, c'est un cours que nous avons assuré donc à nous trois, Madame le professeur El Khatif, Madame le professeur Saad Sikoum et moi-même, et ce qui est le cas aussi dans d'autres cours, comme que nous avons partagé avec le professeur Abdel Amin, Madame le professeur Fatima Sahan et de bien d'autres. Un autre problème, c'est celui des représentations qu'ont les étudiants vis-à-vis de leurs enseignants. Alors, ils ont évoqué donc des professeurs sécurisants et d'autres qui ne le sont pas, des professeurs accessibles et d'autres qui sont, je ne dirais pas inaccessibles, mais je respecte leurs propositions, je dis qu'ils sont moins accessibles, mais je crois que tous les enseignants sont accessibles, du moins théoriquement. Les professeurs donc sont aussi scindés en deux, de bons évaluateurs et de mauvais évaluateurs. Vous comprendriez bien, vous auriez bien compris que parfois quand on a une mauvaise note, on peut qualifier le professeur de mauvais. Mais de toute façon, toutes ces propositions sont à prendre avec beaucoup de précautions et qu'il faudrait nuancer tout le temps. Alors, comme proposition, il propose donc de réduire les distances entre étudiants et enseignants-chercheurs. Et donc, nous proposons donc de pouvoir communiquer avec les enseignants-chercheurs en dehors des cours. Par le passé, nous avons fait des propositions qui n'étaient pas allées jusqu'au bout, comme le concept de café des langues, à créer au sein donc, de la faculté et de l'université en général. Création de blogs, donc c'est fait par plusieurs enseignants-chercheurs. J'évoque le cas de Madame le professeur Saad Siko, Monsieur le professeur Abdel Amin et de bien d'autres, le professeur Abdelrazak Merzoug et bien d'autres, et c'est toujours bénéfique. Le problème de la réception, la production et de la communication. Et là,
il y a un tas de problèmes qui vont de la compréhension, en passant par l'écoute, la vue, problème de vue. Donc, le système LMD préconise qu'il y ait 40 étudiants maximum par classe, ce qui n'est pas le cas à cause des problèmes de massification que connaissent tous les établissements universitaires marocains, ou presque, du moins ceux à accès ouvert. Et donc, on trouve donc problème de positionnement qui, en lisant avec celui de la vue, les étudiants essaient toujours, donc, les retardataires n'arrivent pas à s'asseoir dans les premières lignes et ont des problèmes de vue, donc n'arrivent pas à voir ce qui est écrit au tableau ou dans les représentations PowerPoint. Le problème de prise de notes, et puis le problème d'ordre langagier qui est c'est-à-dire à prendre au sérieux, et j'y reviendrai par la suite. C'est le problème que nous appellerons du vocabulaire général et spécifique, les problèmes d'ordre rédactionnel, le problème des exposés, la timidité, le bavardage et les différents bruits qui représentent autant d'entraves, c'est-à-dire aux interactions et à l'échange entre enseignants et étudiants, et puis le non-respect du tour de parole, etc. Alors, comme solution, on essaie de multiplier les interactions entre ce triptyque représentatif des composants de la faculté, à savoir les enseignants-chercheurs, les étudiants et le corps administratif, et comment nous sommes tous concernés par tout ce qui se passe à la faculté, à l'université. Enseignants-chercheurs, étudiants et administratifs. La participation aux différentes rencontres scientifiques organisées tout au long de l'année par les établissements universitaires, la plupart du temps, ça reste un peu l'apanage des enseignants-chercheurs, mais il faudrait aussi y impliquer les étudiants. Et puis, pas simplement en tant que spectateur, en tant qu'auditoire, mais aussi pour participer de temps en temps. Et puis la création de revues, de plateformes pour réserver à des publications pour les très jeunes chercheurs, en veillant à décerner des prix en meilleure production, et ceci à intervalles de temps réguliers. Au niveau de l'université, nous organisons des manifestations, donc de moins en moins ces dernières années, mais c'est une fois par an, que nous appelons en arabe Ayam Ibda' Talib, mais il faudrait revoir, c'est-à-dire revoir un peu le déroulement, donc, et la forme, donc, de ce genre de manifestations qui sont très bénéfiques pour nos étudiants. Et puis l'adaptation à l'autonomie, ça c'est un très grand problème. En guise de sous-catégorie, ils évoquent le problème d'intégration. Il s'agit d'un nouveau milieu pour eux, de nouvelles relations, de nouvelles habitudes qui se rapportent au vestimentaire, donc des habitudes donc, culinaires, un nouveau mode de communication, des nouvelles normes auxquelles ils devraient faire face. Désormais, la parité homme-femme est manifeste. Et comment? Je dirais sans ambiguïté aucune que les meilleures recherches, les meilleures notes, les meilleures participations sont aujourd'hui le fait donc de personnes de sexe féminin. Le problème de la gestion du temps, le problème de responsabilisation, l'autogestion et la prise en charge personnelle. L'étudiant doit désormais s'auto-former aussi et s'auto-orienter. En guise de solution, ils doivent se démarquer progressivement de la vie d'élèves et s'impliquer dans toute initiative visant l'accompagnement et la prise en charge d'étudiants souffrant de quelques lacunes et ou de nouveaux arrivants. Et ceci en accourant, c'est-à-dire en prenant en charge des cours de soutien au profit donc des plus, c'est-à-dire des étudiants qui ont quelques problèmes, et puis aussi réserver au début de chaque universitaire une semaine pour accueillir les nouveaux étudiants. Bien entendu, tout ceci est pris en charge par les anciens. Un problème de pédagogie et de méthodologie. Là, ils mettent en relève de nouvelles manières de se développer en conciliant progression et rapidité. Il faut le faire de manière progressive, mais aussi de manière rapide. 3 années, ça passe vite. Nouvelle manière de voir le monde. C'est l'université de l'endroit idoine pour se construire de nouvelles visions du monde. Développer une communication
communicationnelle et multipolaire. Il faut s'informer et informer de manière réciproque et permanente. Il s'agit aussi de nouvelles manières d'appréhender les savoirs et de les transmettre. Et à ce sujet, cela concerne tout le monde. Non seulement, je dirais que non seulement il faudrait avoir un savoir, mais il faudrait savoir transmettre ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. C'est très 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 important. Et puis aussi, il s'agit de nouvelles manières de s'auto-évaluer et d'évaluer le savoir et la connaissance. Et puis, et là c'est quelque chose donc, que je souligne en rouge, la méconnaissance de la langue d'enseignement, conciliée à un autre problème de taille qui est le facteur temps. Très très important, j'y reviendrai tout à l'heure. Comme solution, il faudrait essayer de simplifier les savoirs en les clarifiant et opter pour une communication aisée, claire, faisant appel à, je dirais, des idiomes plus compréhensibles et à une nouvelle méthodologie. Là, j'évoque un peu le problème, c'est-à-dire comme solution, donc l'approche technolectale, j'y reviendrai aussi après. Et puis, surtout, ne plus sombrer dans le monolinguisme réducteur. Il faut faire appel à une approche plurilingue. On ne peut pas être chercheur en moyen d'une seule langue. Cela est impossible. En fait, il ne s'agit pas d'une approche plurilingue, mais plutôt diglossique. Là, je mets diglossique entre guillemets, parce que le plurilinguisme, c'est un peu comme la langue, ça reste très théorique, mais la mise donc l'actualisation de ce plurilinguisme, ça s'appelle la diglossie. C'est une sorte d'opérationnalisation de la langue. La diglossie est au plurilinguisme ce que la parole est à la langue. Donc, une situation qui est diglossique et complexe, et tout optimisé, surtout en prenant en considération le facteur temps. Alors, de manière synthétique, dans le respect de ce qui précédait, nous avons dressé un petit tableau comparatif, essayant de comparer de manière dynamique et dichotomique les points caractérisant le statut d'élève et celui d'étudiant. Donc, avant d'expliquer cette équation, donc, si l'élève est un simple réceptacle, l'étudiant est actif et interagit. Quand l'élève est orienté tout le temps, l'étudiant continue à être orienté, mais de manière modérée. Et là, j'évoque un point qui est très, 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 très important, je dirais qui est primordial. L'élève reproduit le savoir et implique simplement, et je dirais même machinalement, les règles et les théories transmises par son professeur. Là, j'évoque la méthode donc déductive. Ici, le point de départ étant une règle générale que l'élève appliquait donc sur des cas particuliers. Mais pour l'étudiant, il s'agit d'autre chose. C'est un va-et-vient permanent entre la méthode déductive, le point de départ est toujours quelque chose qui est transmise, une règle, une théorie transmise donc par l'enseignant, ou toute autre personne prenant en charge donc l'étudiant ou l'apprenant, et puis la méthode inductive qui consiste à remonter les faits, des faits à la loi, ou bien des cas particuliers à une proposition générale. Et donc, c'est le fait d'aller du particulier au général. Donc, nous allons du général au particulier et du particulier au général. C'est un peu ce qui devrait se passer au niveau des PFE. C'est l'occasion aussi donnée à l'étudiant donc de faire valoir ce qu'il a appris et puis de donner libre cours donc à son esprit innovant. Alors, l'élève subit le processus pédagogique, mais l'étudiant donc participe à ce processus. L'élève écoute tout le temps. L'étudiant écoute et doit prendre la parole. L'élève est pris en charge tout le temps. L'étudiant acquiert une grande autonomie. Et puis, l'élève pose des questions et reçoit les réponses, alors que l'étudiant doit poser et reposer des questions. Il reçoit des réponses et doit proposer aussi des éléments de réponse. Grosso modo, je reviens à cette équation.
c'est quoi la relation entre élève et étudiant? Donc, pour devenir étudiant, l'élève doit se munir des compétences donc, que lui procure donc, la recherche. Donc, c'est ce que j'ai mis ici donc, en rouge. Donc, la recherche renvoie de manière synthétique à tous les points, celles qui correspondent à autant de compétences que doit acquérir donc, l'élève pour devenir étudiant. Donc, élève plus recherche égale étudiant. Alors, je ne rappellerai jamais assez que si ceci est valable pour l'élève, il l'est encore plus pour les enseignants-chercheurs. Ainsi, dans les cycles préuniversitaires, allant du préscolaire en passant par les primaires, le collège et au lycée, les professeurs et les enseignants, d'accord, donc se contentent en général de dispenser des cours. Alors, pour devenir des enseignants-chercheurs du niveau universitaire, ils doivent faire donc des recherches. Et donc, à l'université, l'enseignant, le professeur universitaire, à l'instar de ses collègues des cycles donc, anté-universitaires, donc, doit faire preuve donc, de recherche qui ne peuvent être que bénéfiques pour son statut d'enseignant aussi. D'accord? D'ailleurs, à consulter nos attestations de salaire, la plus grande partie de notre salaire est dédiée à la recherche. Alors, nos domaines de recherche, à ce titre, je rappellerai que nos domaines de recherche sont ceux-là même qui se trouvent à la base de nos actions pédagogiques. Cela a pour corollaire la conciliation entre la recherche scientifique relativement à nos domaines de spécialisation. Pour ma part, c'est surtout la sociolinguistique, là, et la pédagogie de la complexité, et les différentes manières et méthodes de les transformer, surtout, en savoir-faire. Je dis surtout, parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir-faire, mais aussi de savoir, et de savoir-être. En savoir-faire reflétant la dimension pédagogique des investigations scientifiques, lesquelles ont été transformées et traitées afin qu'elles soient accessibles à tous les apprenants-chercheurs, aussi bien en classe et dans les amphithéâtres, à l'occasion de séminaires, cours magistraux, etc., que lors de sorties sur le terrain, des enquêtes, passations de questionnaires et des encadrements des différents projets de fin d'études et des projets professionnels et des thèses. Thèses au niveau de la licence fondamentale, professionnelle, au niveau des masters de recherche spécialisés, au niveau des doctorats. Nous avons aussi eu une très bonne expérience au niveau de la faculté des sciences humaines pour accompagner les 25 000 licenciés qui ont été formés il y a 2 ans. Mais l'enseignement dans les établissements universitaires, dit accès ouvert, les facultés des sciences humaines en l'occurrence, posent beaucoup de problèmes, de sérieux problèmes pédagogiques et didactiques. Nous pouvons expliquer à nos étudiants ce qu'est un chercheur si nous n'avons pas passé en revue tous ces problèmes, à commencer par ceux d'ordre pédagogique donc, et didactique. Quand bien même nos collègues et nous-mêmes, nous serions investis dans de longues recherches scientifiques couronnées par l'obtention de doctorat, cela reste très insuffisant pour dispenser des cours, séminaires et encadrer un public aussi hétérogène et souffrant donc de graves lacunes. Donc, nous n'avons pas ici pour vocation, nous n'avons ni le temps, ni la prétention d'être exhaustif à ce sujet. Nous mettons en relief quelques lacunes qui versent directement dans le grand domaine des sciences du langage, plus précisément les insuffisances d'ordre langagier. Alors, en effet, nous nous sommes aperçus depuis notre intégration du département de littérature française en 2004 que la plupart des élèves ayant été promus au rang d'étudiants s'inscrivent au sein du département de littérature française pour apprendre la langue française. Donc, je souligne cette expression, chose qui pose un énorme problème d'ordre pédagogique. Les étudiants intègrent les différents départements de langue et littérature, arabe, anglaise et française. Ce n'est pas simplement le cas des études françaises. Alors ces étudiants, donc, ils intègrent les 10 départements pour apprendre ces 3 langues. Et là, j'ai barré un peu cette expression. Alors que ces 3 filières sont censées dispenser des cours de linguistique et de littérature en arabe, en anglais et en français, et non des cours de langue. C'est très différent.
pour se rendre compte de ce premier quiproquo, que j'appellerais quiproquo épistémologique et pédagogique, il suffirait de consulter les descriptifs d'accréditation de ces 3 filières, donc que j'ai précités. Ces descriptifs, donc ceux-ci, sont validés par différentes instances académiques compétentes en la matière, d'abord par les commissions pédagogiques au sein du conseil des facultés des établissements, et puis par la commission pédagogique issue du conseil de l'université, et puis par les instances supérieures au niveau du ministère de tutelle. Donc, ces descriptifs stipulent noir sur blanc que la connaissance préalable des 3 langues submentionnées, l'arabe standard, l'anglais et le français, constitue le principal prérequis pédagogique que devraient posséder les étudiants et la condition sine qua non leur permettant d'intégrer les départements donc correspondants que j'ai évoqués. Alors, à cette première désorientation disciplinaire s'ajoute le problème de la fracture sociolinguistique, j'y reviendrai par la suite, chose qui impacte de manière dangereuse tout le cursus universitaire de nos étudiants. Il suffirait de préciser à ce sujet que si la composante langagière est transversale, dans le sens où elle permet de véhiculer les informations et la connaissance, afin de construire les savoirs dans cet endroit idoine qu'est l'université, ou les écoles d'ingénieurs, etc., quels que soient les champs disciplinaires. C'est-à-dire que pour pouvoir enseigner les mathématiques, la chimie, la physique, la géologie, la biologie, et j'en passe, tout ceci doit être fait par le biais du langage, de la langue. Donc, la langue est ici un outil. Mais le problème est tout autre quand il s'agit des matières, donc comme c'est-à-dire de disciplines comme la linguistique, par exemple, où la langue constitue la colonne vertébrale de ces disciplines, que j'appellerais métalinguistique, parce que la langue y est à la fois un outil et objet d'étude, alors que dans les autres, les autres disciplines dites les sciences, c'est-à-dire autres que les sciences humaines et sociales, les sciences dites exactes ou dures, la langue n'est qu'un outil, alors que l'objet d'étude diffère selon les disciplines. Et donc la langue n'y est qu'un outil, ce que j'appellerais les disciplines non métalinguistiques. Mais au niveau des disciplines métalinguistiques comme la linguistique, la langue est à la fois outil et objet d'étude. C'est-à-dire que la méconnaissance de la langue pose d'énormes problèmes. Par conséquent, les enseignants-chercheurs trouvent d'énormes difficultés pour enseigner les sciences du langage en français, pour ce qui est notre cas, alors que cette langue est presque méconnue de la majorité écrasante de nos étudiants. En ce qui nous concerne, et à l'instar des collègues concernés par ces problèmes, nous sommes appelés à répondre à la question centrale suivante: comment pouvons-nous enseigner des disciplines linguistiques, et pas seulement, il s'agit aussi des littéraires, en fait de nouveaux concepts et une terminologie spécifique au domaine des sciences du langage et ses composantes en français, alors que les étudiants ont un niveau très approximatif dans cet idiome. Autrement dit, comment permettre aux étudiants d'accéder au métalangage alors qu'ils butent déjà sur le langage? Il serait très utile de rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que toutes les tentatives de remédiation à cette situation complexe devraient prendre en considération le facteur temps, le temps qui nous est imparti pour mener à bien à terme la formation de nos étudiants, 6 semestres normalement, d'accord, et donc 6 semestres, c'est peu, c'est très court, chose qui appelle de notre part la mise en place de stratégies à la fois efficaces et efficientes, pour ne pas dire donc innovantes. À la question: quels sont les mots nouveaux que vous avez à ce sujet, donc la question que j'ai posée à mes étudiants, se rapportant au problème du langage, quels sont les mots nouveaux que vous avez découverts une fois avoir franchi le seuil de la faculté des sciences humaines de Marrakech? Parce qu'ils ont évoqué que le premier langage, le premier problème auquel ils se sont heurtés est d'ordre langagier. Alors nous avons posé la question: quels sont les nouveaux mots qui ont attiré votre attention une fois avoir franchi le seuil de la faculté? Les étudiants ont dressé une grande liste que nous avons synthétisée et scindée en deux. Donc, une première liste que j'appellerai celle qui verse, les mots qui versent dans la langue générale. Donc, ça va de module, jury, doyen, séminaire, amphi, rattrapage,
filière, semestre, session, compensée ou compensation. Là, j'ai marqué des verbes, juste pour question donc de respecter un peu donc l'esprit de cette présentation. Synthétiser, s'informer, partager, disserter, interpréter, débattre, suggérer, expliciter, etc. Et puis, une autre liste versant dans une langue que je dirais spécifique et donc que je présente ici, pardon, en allant, c'est-à-dire du moins spécifique au plus spécifique, ce que j'appelle degré de spécificité croissante, degré de spécificité croissant. Alors, cela va donc des grands titres et des grands intitulés. Là, ce sont des termes complexes, études françaises, linguistique, littérature. Ça passe par, c'est-à-dire les mots-clés, les nouveaux mots-clés, les nouveaux concepts. Donc, commence d'abord par l'intitulé des composantes donc de la linguistique, la lexicologie, la lexicographie, syntaxe, morphosyntaxe, phonétique, théâtre, roman. Je me suis limité ici à ceux du S4. Je n'ai évoqué ni la sociolinguistique, ni la pragmatique, etc. Donc, c'est quelque chose qu'ils verront en S5 et S6. Donc, des termes plus spécifiques. Là, nous entrons encore de manière plus spécifique dans chaque composante. Là, ici, j'évoque la lexicologie avec les termes simples. Lexème, lexie, morphème, monème, archisémème, suffixation, préfixation, sémème, sème, hyperonyme, hyponyme, etc. Et aux termes complexes, c'est-à-dire constitués d'au moins deux éléments, vocabulaire fondamental ou vocabulaire spécialisé, unité lexicale, morphème grammatical, morphème lexical, relation sémantique, relation hiérarchique, champ lexical, etc. Donc, je m'arrête là pour ne pas alourdir donc, ce deuxième G, espérant nous retrouver le plus tôt possible après avoir eu votre retour donc, sur le groupe dédié à ce sujet au niveau de Facebook, donc le groupe que nous avons appelé la maison du sociolinguiste. D'ici là, portez-vous bien et bon courage.